Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une tentative de rebond qui n'aura pas été couronnée de succès aujourd'hui. Après le retracement des derniers jours, les marchés étaient repartis de l'avant ce matin. Et puis ce rebond s'est effacé totalement en cette fin de séance avec un indice parisien, CAC 40, qui pourrait même terminer cette journée dans le rouge, dans le sillage de la baisse des derniers jours. Il faut dire que la thématique de l'inflation reste toujours la première thématique pour les investisseurs et les banques centrales, avec un chiffre d'inflation en Allemagne qui approche désormais les 9% sur un an, 8,8% d'inflation en Allemagne sur un an selon la première estimation pour le mois d'août et selon les données harmonisées européennes. On aura le chiffre de la zone euro demain. Le marché attend un chiffre autour de 9%, ce qui sera une nouvelle marche, un nouveau palier franchi dans la dynamique des prix en Europe. Et puis sur la partie américaine, on notera toujours, et c'est un élément clé, les tensions sur le marché du travail qui perdurent. On a vu des créations d'emplois spectaculaires aux États-Unis pour le mois de juillet. On aura le chiffre du mois d'août en fin de semaine. Et puis des indicateurs d'ouverture de postes, l'enquête JOLTS qui montre là aussi un niveau de tension toujours très très important entre les postes ouverts, les postes vacants et les chômeurs américains, l'offre de travail. On parle toujours d'un ratio qui approche les 2 postes ouverts pour un demandeur d'emploi aujourd'hui aux États-Unis. Et si on se réfère au dernier discours de Jérôme Powell à l'occasion de Jackson Hole, il faudra sans doute beaucoup plus de douleur encore pour rééquilibrer l'offre et la demande, notamment sur ce marché du travail américain toujours très tendu. Voilà pour le paysage du jour sur les marchés, paysage de rentrée également. Nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, focus sur la crise énergétique européenne et ce marché européen de l'énergie aujourd'hui totalement dysfonctionnel. Nous en parlerons avec un analyste de Bryan Garnier pour essayer de comprendre quelle pourrait être une réforme du marché européen de l'énergie. De quoi parle-t-on au niveau européen? Et puis, on en viendra également à parler de l'investissement boursier dans ce secteur énergétique. Alors, très large aujourd'hui, qui va des producteurs, distributeurs d'énergie fossile à toute la chaîne des énergies décarbonées et renouvelables. Et donc, Xavier Rognard, analyste chez Bryan Garnier, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen. Alix, c'est un rebond qui s'est complètement effacé en cette fin de séance à la Bourse de Paris notamment. Oui, après une belle ascension, le CAC déchante quelque peu depuis la réouverture de Wall Street. Un début de séance new-yorkais un peu mou, après 3,5% perdu en 2 séances. Les États-Unis, où d'après l'enquête mensuelle publiée par le Conference Board, la confiance du consommateur s'est améliorée au mois d'août et dans une proportion bien plus forte qu'espérée. Avant cela, à Paris, les chiffres de l'inflation allemande en données préliminaires d'août ont laissé le marché de marbre. Conformément aux attentes, les prix à la consommation ont augmenté de 8,8% sur un an. C'est 0,3 points de plus que l'inflation du mois de juillet. Et puis on suit l'évolution de la situation au Royaume-Uni avec une prévision qui fait l'actualité aujourd'hui, celle des économistes de Goldman Sachs qui anticipent ou évoquent la possibilité d'une inflation à 20% au Royaume-Uni. Oui, un scénario envisagé dans le cas où la spirale créée par l'envolée des prix du gaz n'est pas stoppée d'ici là. Dans cette même note, Goldman Sachs ajoute que l'économie britannique se dirige vers une récession. Cela fait suite à une annonce la semaine dernière, celle de l'autorité britannique de régulation du marché de l'énergie, indiquant que les factures d'électricité allaient bondir de 80% en octobre par rapport à l'an dernier. Et puis, conséquence des discours des banquiers centraux à Jackson Hole, sur le marché obligataire, on voit des rendements en Europe, entre autres, qui continuent à se tendre. Oui, en perspective de la normalisation de la politique de la Banque centrale, c'est le cas du rendement du Bund allemand à 10 ans. Sur le marché des changes, les anticipations liées à la BCE profitent à l'euro. Il s'apprécie légèrement face au dollar. Et puis, sur le marché pétrolier, le Brent et le brut léger américain évoluent en baisse.
Et puis on notera, d'ailleurs on peut faire le lien avec la courbe des taux en Europe et les tensions qu'on observe sur les rendements à long terme. Les valeurs bancaires sont en haut de l'affiche aujourd'hui. Oui, c'est le cas de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Elles sont en nette hausse. Les grandes industrielles comme Alstom, Saint-Gobain, Legrand et Schneider Electric figurent aussi parmi les plus fortes hausses du jour. Et puis à l'inverse, Carrefour chute après une dégradation de JP Morgan, passé de surperformance à neutre. Et puis une journée importante demain pour les indicateurs macro en zone euro à un peu plus d'une semaine de la prochaine réunion de la BCE, Alix. La journée de demain sera plus fournie en indicateurs avec les chiffres de l'inflation dans la zone euro à 11h et les chiffres de l'emploi du mois d'août selon le cabinet ADP à 14h15. Tendance, mon ami, les infos clés de marché à 12h30 et 17h chaque jour dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché chaque soir. Gilles Etcheberry-Garay est avec nous, le directeur général d'Invest AM chez Cyrus Conseil. Bonsoir Gilles. Bonsoir, c'est ample geste maintenant. C'est ample geste. Alors oui, effectivement, il y a tellement de build-up dans votre industrie. Il faudrait que je me tienne un peu mieux informé. Donc responsable de la gestion diversifiée chez Ample Geste. Chez Ample Geste, voilà, qui a absorbé Invest AM. Invest AM. Julien Pierre-Nouan, directeur des études économiques de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion. C'est toujours Lazare Frères Gestion, ça n'a pas changé de ce point de vue-là. Et chez Tikeo Capital, c'est Raphaël Thuin qui est avec nous, le responsable des stratégies de marché capitaux. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Gilles, je vous laisse la parole au petit tour de table sur l'état des lieux des marchés en cette rentrée. Alors il y avait quand même ce rallye estival, 6 semaines consécutives de performances positives, notamment sur les marchés actions. Visiblement, ce rallye n'était pas totalement du goût de Jérôme Powell, qui a jugé bon de recadrer un petit peu certaines anticipations de marché, estimant que le rallye de l'été correspondait à un assouplissement des conditions financières qui n'était pas approprié aujourd'hui. Tout à fait. Il y a eu deux parties dans le rallye estival. Il y a une première partie, je dirais, un peu naturelle, qui était la première partie de juillet, jusqu'à la réunion de la Fed, où effectivement les résultats des entreprises américaines étaient pas aussi pire qu'entendu, voire un peu meilleur. Enfin, on n'a pas eu de catastrophe énorme sur quelques valeurs secondaires, mais pas en tout cas sur les valeurs principales. Il y a eu quelques chiffres sur la consommation et le chômage qui étaient corrects. Donc, tout le monde était vraiment couvert avant l'été. Donc, on a eu un rebond qui correspond à le pire n'est pas arrivé, qui était, je dirais, un rebond un peu attendu ou normal, je dirais, dans ces circonstances. Après, on a eu la réunion de la Fed de fin juillet. Et là, il y a eu data dépendante de Powell et il a été interprété par le marché comme le fait que la Fed avait pivoté et que les taux... Et on a vu un rallye obligataire. Et ça, clairement, ce qui a été surprenant, c'est que les gens de la Fed sont venus corriger ça dès 2 jours après. Nick Kashkari en parlait tout à l'heure. Mais les marchés n'ont pas écouté. Le marché n'a pas voulu entendre. Que... Alors, il a commencé à entendre vers juste la semaine avant Jackson Hole, puisqu'on a vu les taux se retendre, on a vu les choses, mais les marchés actions ont eu du mal. Et on n'a pas eu la traduction de Powell en direct, je ne sais pas. Donc, ils ont eu du mal. Et autant l'année dernière, on parlait même, je crois, à la même date pratiquement, on avait le discours de Powell était jugé émollient et voilà, peu convaincant. Autant là, il a été clair et net, il a retrouvé son Volcker intérieur et il a décidé de sortir un grand coup pour dire vous allez bien me comprendre ce coup-ci. Et ça a marché, puisqu'effectivement, on a effacé la hausse du mois d'août, enfin la hausse qui était sur le soi-disant pivot a été effacée, alors que la hausse qui était sur, je dirais, des statistiques un peu meilleures ou moins pires qu'attendues, elle est restée, puisqu'on a à peu près 10% au-dessus des plus bas du mois de juin. Donc voilà, je dirais, je pense, notre vision qu'on a de l'été boursier, un petit peu. Et à ce stade, avec la petite piqûre de rappel de Jérôme Powell vendredi à Jackson Hole, il faut attendre aucun relâchement de la Réserve fédérale américaine, en l'occurrence dans les prochains mois, sur le front du durcissement de la politique monétaire. Non, c'est clair. Je veux dire, il n'y a aucun indicateur macroéconomique qui pourrait permettre à la Fed de changer de braquet, puisqu'on parle de cet espoir d'un pivot dovish, de changer de braquet là sur les il y a deux prochaines réunions. Un, c'est que l'inflation recule, et probablement on est au pic, mais ça va prendre du temps parce qu'il y a une diffusion qui était quand même assez large, et puis une nature d'inflation qui est quand même tirée par la demande, qui est un peu différente en Europe. Donc, le pic d'inflation est probablement passé ou en train d'être passé, mais il va être lent et il va devoir... Ou alors, le deuxième, c'est ce qui mettrait fin au pivot, c'est le deuxième mandat de la Fed, et que le chômage se dégrade très vite, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais si on a vraiment une récession ou une dégradation brutale du marché de l'emploi,
Mais là, ça aura d'autres conséquences en particulier sur le marché action. Et pour nous, c'est les deux seules choses qui peuvent... soit il y a une dégradation naturelle, une baisse naturelle et il y a mission accomplie, c'est un peu le soft landing, soit la Fed, comme d'habitude, je dirais presque, sauf en 90, casse quelque chose, et là, on a une dégradation brutale, et là, il pivote. Et c'est plutôt cette idée-là qui domine depuis 48 heures, enfin depuis 2 jours après le discours de Jérôme Powell. D'accord. Non, il y a encore un chemin possible vers quelque chose de doux. Alors, récession technique douce ou modérée ou. Je pense que ça reste le sentiment dominant. Il est moins présent, moins optimiste mais on n'est pas. Je veux dire, si on devait casser les plus bas de juin. Là, ça veut dire qu'on commence à envisager sérieusement une récession un peu musclée. Ouais. Là-dessus, le cycle immobilier américain, et bon, c'est vraiment les nouvelles inquiétantes de l'été, c'était plutôt sur le marché immobilier américain où on voit un retournement très brutal avec des chiffres de 2008 qui réapparaissent. Mais là aussi, c'est pas encore suffisant. Si c'est un marché important pour la Fed, et c'est un marché important, c'est pas encore suffisant pour permettre à la Fed de changer de braquet. C'est pas un marché suffisant en tant que tel. C'est l'impact de ce marché sur le reste. Ouais. Je comprends. Bon, votre analyse de la situation, Julien Pierre, pourquoi est-ce que Jérôme Powell a eu besoin, en 8 minutes 30, de remettre un peu les pendules à l'heure? Oui, c'est vrai que c'est notable. C'est très court pour un discours de banquier central. 8 minutes 30 d'habitude, ça dure plutôt au moins une demi-heure, avec de nombreuses références. Là, ce qui était intéressant, c'était de regarder un petit peu, toujours dans le rayon des références, l'analyse que la Fed fait de la période des années 70. Et je pense que ça a des conséquences par rapport à ce qu'elle va faire. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les anticipations de marché, on est encore dans ce qu'on avait un peu cet été, c'est-à-dire l'idée d'une banque centrale qui va continuer à remonter les taux, amener les Fed Funds vers 3,75, 4, et après qui les rebaisserait dans le courant de 2023. Ce qu'a dit Jérôme Powell, c'est qu'il faut faire attention à ne pas retirer de manière trop précoce le durcissement monétaire pour éviter justement les conséquences de ce qui s'était passé dans les années 70. Dans les années 70, au début de la période, la Fed, dès que le taux de chômage repart à la hausse, commence à rebaisser ses taux. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on crante en fait l'inflation à un niveau un peu plus élevé que ce qu'on avait avant. Et c'est comme ça que les anticipations se décalent. Donc, après, ça va dépendre effectivement de l'ampleur de ce qui se passe sur le chômage. On voit qu'on sort quand même de l'idée qu'on allait résorber les excès du marché du travail et donc ce supplément d'offres d'emploi dont on parlait tout à l'heure. Sans une remontée du taux de chômage. Ça, c'était un peu du wishful thinking. Et donc, on sait que... mais la question, ça va être à quelle vitesse ça va se produire, à quel moment ça va se produire. Ce qu'on voit effectivement sur le résidentiel est important, mais en même temps, d'un autre côté, lorsqu'on regarde le marché résidentiel, on voit qu'on a un nombre de logements très faible par rapport à la demande. Donc, on n'est pas dans la situation de 2008. Donc, encore quelques mois qui seront sans doute assez compliqués pour le pilotage pour la Banque centrale. Oui, quand on regarde le marché du travail ou le marché immobilier, mais le marché du travail, c'est encore plus de 500 000 créations d'emplois au mois de juillet. On verra le chiffre du mois d'août tout à l'heure. Je le disais, taux de chômage historiquement bas à 3,5%, des ouvertures de postes qui sont reparties à la hausse au cours de l'été. On se dit qu'effectivement, s'il faut infliger... alors le mot pain, s'il faut infliger de la douleur pour rééquilibrer l'offre et la demande sur ce marché du travail avec la question des salaires derrière, on se dit qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Ouais. Et peut-être, jusqu'à présent, les marchés sont restés à peu près stables sur le niveau final du cycle de remontée de taux. Peut-être que, et ça sera très important justement dans la réunion de septembre de regarder un peu le graphique des dots, est-ce que la Fed va commencer à remonter son niveau d'équilibre sur les taux d'intérêt? C'est une possibilité qu'on ne peut plus exclure. Aujourd'hui, la stratégie a été de dire on fait le maximum de hausse de taux le plus vite possible, mais on ne change pas le point d'arrivée. Voilà, on veut toujours le même taux terminal dans une thérapie de choc, mais on pense que cette thérapie de choc évitera de devoir amener les taux durablement plus élevés. Est-ce que et ça va être très dépendant des données, ça va dépendre de ce qui se passe sur l'inflation, de la résistance du marché du travail. Est-ce qu'on ne va pas avoir un basculement et revenir vers un niveau de taux un peu plus élevé? Donc, il ne veut pas être Arthur Burns, c'est ça, celui qui a été jugé trop complaisant et qui a donc forcé Paul Volcker
à monter les taux pendant une récession aux États-Unis, avec tout ce que ça implique comme pain, comme douleur pour l'économie américaine et pour les marchés. Vos commentaires, votre analyse de rentrée, Raphaël Thuin, chez Tikehau Capital, est-ce que c'est un peu la gueule de bois, là, après la parenthèse estivale qui a été plutôt douce sur les marchés? Une parenthèse même très douce, très douce. Parce qu'à un moment, mi-août, on avait retracé près de la moitié des pertes de l'année, donc ça a été très significatif. Oui, non mais c'est pas un petit rebond qu'on a vécu. Par certaines mesures, la largeur, l'ampleur du rebond a été historique dans une tendance baissière. Absolument. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines seulement, on discutait du fait qu'on était peut-être rentré dans un marché haussier, ça y est, qu'on était sorti finalement du cycle baissier. Bon, aujourd'hui, on ravale notre chapeau. L'idée, c'est que clairement, le marché a anticipé très fortement une idée d'atterrissage en douceur, vous en parliez à l'instant. Donc l'atterrissage en douceur, ça serait quoi? Ça serait une inflation qui rapidement redescendrait à des niveaux acceptables pour la Fed et pour nos économies, d'une part. Et puis d'autre part, un ralentissement économique qui soit bénin, ou en tout cas qui ne mène pas nécessairement à une récession violente. Ça, c'est ce à quoi se raccroche le marché, et en particulier en termes de conséquences pour les politiques monétaires. L'idée que grâce à une inflation qui baisserait rapidement, on aurait des politiques monétaires plus accommodantes dès le début de 2023. Donc le marché avait beaucoup d'espoir en arrivant sur ce discours. Et qu'est-ce qu'a fait Jérôme Powell? Il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il a répété ce qu'il a dit à de nombreuses reprises les mois précédents. Il a également répété ce que d'autres gouverneurs régionaux de la Fed disaient les jours précédents. Et quel est le discours? Le discours, il est simple, c'est que l'inflation est beaucoup trop élevée, qu'elle a peut-être atteint un plateau, mais elle n'a pas nécessairement entamé une décrue, et que dans ces conditions, il faut que la politique reste restrictive pour encore un certain temps. Donc la Fed l'a d'ailleurs posé sur des termes assez précis. Elle considère être entrée dans une politique de taux d'intérêt neutre, à savoir qu'elle n'est plus inflationniste, cette politique de taux. Mais pour faire rentrer le dentifrice dans le tube, pour faire redescendre l'inflation, il va falloir rentrer dans une politique restrictive pour casser la demande en termes économiques, pour casser ce marché de l'emploi qui résiste malgré tout, et potentiellement avec un risque récessionniste qui est très fort. Donc là, le message a été réitéré. Et peut-être si on analyse un petit peu l'action de ces derniers jours, on peut peut-être mettre un bémol sur ce que fait le marché. On voit effectivement des actifs risqués qui corrigent assez significativement. Mais si vous regardez le marché obligataire, si vous regardez le marché des taux, il ne se passe pas grand-chose finalement. On a quelques points de base plus hauts, mais ce n'est pas une faiblesse très marquée sur les obligations d'État. Si vous regardez les anticipations de taux d'intérêt pour 2023, vous constatez qu'elles ont assez peu évolué. Le marché continue à penser que la politique restrictive va prendre fin probablement tout début 2023 et que même aux États-Unis, assez rapidement, on aura des baisses de taux. Donc finalement, le marché n'a pas été si surpris que ça du discours. Là où la correction est impressionnante, c'est sur les actions, c'est sur le crédit, et peut-être qu'il y a une autre histoire. Et peut-être que d'ailleurs, si on regarde les événements de ces derniers jours, outre l'annonce de Jackson Hole, on a eu des nouvelles sur l'Europe, on a eu des nouvelles de la crise énergétique, on a eu aussi un pivot récemment, ces dernières heures, de la part de la BCE, qui, elle, semble-t-il, commence à prendre aussi le taureau par les cornes et commence à préannoncer des hausses de taux qui risquent d'être plus importantes que prévu. Et donc finalement, peut-être que le vrai problème de ce marché, c'est pas Jackson Hole. Le vrai problème de ce marché, c'est ce qui se passe chez nous, c'est ce qui se passe en Europe. En tout cas, ça sera peut-être une lecture à faire des évolutions récentes. Bon, et justement, allons-y sur l'Europe. Donc vous dites, effectivement, l'Europe, ce sera peut-être pas 50 BP la semaine prochaine, mais peut-être 75 BP, alors que la situation économique, le point de départ économique est très différent. La nature du choc inflationniste reste, quoi qu'on en dise, différent. Et on voit d'ailleurs Isabelle Schnabel qui écarte ce débat en disant que c'est même plus la question de savoir quelle est la nature de l'inflation. C'est que l'inflation est trop élevée. Et si elle reste trop élevée trop longtemps, c'est un risque qu'on ne peut pas supporter, nous, en tant que Banque centrale européenne. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. Absolument. La problématique sur l'Europe est assez complexe, effectivement, assez similaire sur certains aspects avec ce qu'on voit aux États-Unis. Une inflation persistante, les chiffres continuent à se maintenir, en tout cas à des niveaux élevés, voire à surprendre parfois à la hausse. Cette inflation, en plus, elle est très structurelle vis-à-vis des coûts de l'énergie. On peut estimer qu'environ la moitié des chiffres d'inflation en Europe sont dus à l'impact de l'énergie. Aux États-Unis, on est plutôt sur un quart.
Donc déjà, il y a cet aspect énergie qui joue effectivement, et un risque récessionniste qui est très important en Europe. Donc effectivement, on a une équation qui est assez difficile, en particulier pour les banquiers centraux, à un moment où les banquiers centraux n'ont fait que commencer à resserrer. On a timidement entamé une hausse des taux, on reste sur des politiques qui sont globalement très accommodantes, à un moment où l'inflation nécessite qu'on ait une action beaucoup plus musclée vis-à-vis de ce phénomène. Donc là, on attend la BCE, on constate qu'elle est en train un petit peu de changer de discours, on est très inquiet vis-à-vis de cette dynamique d'énergie, dynamique économique. Et donc la BCE va avoir une main assez difficile à jouer. Il va falloir entamer plus franchement cette politique restrictive. Ça y est, on y est. Et probablement que 50 points de base sont assurés pour le prochain meeting, peut-être 75. En tout cas, c'est ce que le marché est en train de reconsidérer. Et puis, une BCE qui n'a pas tellement de levier vis-à-vis de cette crise énergétique. C'est un peu ce qui inquiète les marchés. Quel va être le catalyseur qui fera un petit peu changer la dynamique énergétique en Europe? On n'est pas sûr. Il n'y a pas vraiment de solution à court terme vis-à-vis de l'Ukraine ou de la Russie qu'on puisse envisager raisonnablement. La BCE n'a pas de levier vis-à-vis de cette dynamique énergétique. Et puis une dynamique périphérie. On regarde avec inquiétude les rendements des obligations italiennes en particulier. On sait que la Fed est attaquée par des hedge funds. Vous avez vu ça La BCE. Oui. Pardon, la BCE est attaquée par des hedge funds sur les obligations italiennes. Donc on a une politique monétaire à mener côté BCE qui va être extrêmement difficile dans les semaines à venir. Et dans ce contexte, 75 BP pour la BCE la semaine prochaine, c'est une option crédible? C'est la meilleure décision qu'elle puisse prendre? Gilles? C'est compliqué. Je dirais c'est compliqué parce qu'il y a deux aspects. Je pense que sur l'aspect spread, la BCE contrôle. Et je dirais que des hedge funds qui attaquent une banque centrale sur sa propre devise, il faut vraiment que ce soit une banque émergente. Mais là, je pense qu'ils sont ils avalent peut-être un peu trop gros. En revanche, c'est clair qu'on a une croissance nominale trop élevée par rapport au niveau de taux monétaire. Mais en même temps, on est en train de monter les taux alors que tout le monde imagine une récession pour cet hiver. Et donc, je veux dire, le problème, là, on demande à la Banque centrale à répondre à un problème qui n'est pas vraiment de son ressort. Autant, on peut dire à la Fed qu'elle a eu du retard et qu'elle corrige et qu'elle gère parce que c'est un excès elle est vraiment dans un excès de demande et des choses qui sont familières à une politique monétaire. Là, on dit à la BCE de gérer un choc d'offres énergétiques, un choc externe. Normalement, c'est par la création. Alors, moi, je trouve qu'elles s'en tire pas trop mal finalement. Après, je ne suis pas sûr que 75 bips soit mérité parce qu'on a quand même un hiver difficile qui approche et c'est peut-être pas... Oui, mais c'est l'argument des hawks qui défendent l'idée du all-in. C'est-à-dire, on n'est pas sûr de pouvoir faire du 25 points de base à chaque fois pour arriver là où on veut, au taux neutre, entre 1 et 2%, parce que justement, dans 2-3 mois, ce sera sans doute beaucoup plus compliqué de monter les taux. Donc, autant essayer d'en faire le maximum d'un coup. Oui, mais ça change pas grand-chose à l'arrivée. Non, voilà. Ça change pas le point d'arrivée. Voilà. Et donc, c'est une situation compliquée, mais je dirais, du point de vue investissement, pour nous, l'Europe est passée au second rang quelque part. Voilà. Même si je pense que la vision de l'hiver est trop pessimiste. Je pense que sur le gaz en particulier... Alors voilà, juste quand on regarde les déterminants un peu du marché de l'énergie, de la crise énergétique, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de se rassurer un peu à court terme? Parce que le discours ambiant, c'est quand même on va droit dans le mur et que cet hiver, on n'aura pas de gaz et d'électricité pour tout le monde. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus positives. Alors, tout est relatif. Mais... Il y a des choses qui sont plus négatives et qui ne sont pas assez prises en cause. Je veux dire, dans le plus positif, il y a clairement il y a eu une réaction sur le gaz qui a été assez importante et finalement, on a, en tout cas à court terme, et dépendant des conditions météo, on a fait des efforts qui sont quand même significatifs et qui font que ça n'a pas été pris complètement en vert. Après, on a un problème sur le parc nucléaire français qu'il va falloir aussi gérer parce que c'est aussi un facteur... La France était traditionnellement exportatrice d'électricité l'hiver, c'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Après, il y a un phénomène sur l'Europe qu'on ne gère pas, c'est la dépendance à l'exportation et en particulier la Chine. Je pense qu'on avait la tête de la Chine, du ralentissement chinois, maintenant commence à être unanimement accepté. Ce n'était pas le cas encore il y a quelques mois, ou en tout cas avant l'été. Et ça, les choses ont pas s'améliorer en Chine. Et la Chine est le premier client de l'Europe. Voilà, donc tout ça fait qu'on ne voit pas sur l'Europe
ce sera peut-être pas aussi pire que ce qu'on peut dire avec le gaz, mais ce sera pas non plus génial. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, vous dites c'est un terrain d'investissement qui est relégué au second plan aujourd'hui. Oui, pour vous, mais pas que pour vous. Hein, oui, à part, je pense que le DAX est peut-être injustement pénalisé pour cette histoire de gaz, mais on commence à regarder. Mais pour le reste, on n'a pas un grand intérêt sur les actions européennes. Bon, sur la situation européenne, et puis parlons de la crise énergétique, hein, puisque c'est quand même l'éléphant dans la pièce aujourd'hui en Europe. Alors en plus, si on prend ça du point de vue du policy mix, une banque centrale qui s'est fixée comme mission ou à qui on demande de resserrer, hein, de casser la demande là où elle le peut, et puis en face, et c'est le débat du moment, des États qui essayent d'accommoder au maximum quand même la facture énergétique à coup de chèques, de boucliers, etc. Donc il y a en plus quelque chose de pas hyper optimal dans le policy mix aujourd'hui en Europe. Le policy mix est en train de changer. Pas que Jérôme Powell qui a fait un discours à Jackson Hole, celui d'Isabelle Schnabel était très intéressant aussi. Et elle fait le constat d'un monde qui change, d'un monde de crises qui se suivent les unes des autres, qui remettent en question la logique un petit peu à la fois d'optimisation et de grande capacité d'amortissement du système économique qu'on avait jusqu'à présent. Et donc avec des chocs beaucoup plus importants sur l'économie qui, avant, pouvaient peut-être impacter un trimestre, mais qui peuvent avoir des impacts macroéconomiques plus importants. Et face à ça, elle dit, la réponse classique des banquiers centraux jusqu'à présent, c'est un choc exogène ne doit pas avoir de réponse de politique monétaire. Voilà, Et elle, ce qu'elle dit, c'est que compte tenu de l'incertitude, effectivement, du dérapage, des anticipations d'inflation, en fait, maintenant, il faut que la Banque centrale agisse face à ces chocs. Mais par contre, ce qu'elle dit aussi, et c'est quand même assez nouveau dans le discours global de la BCE, c'est que tous ces chocs, c'est à la politique budgétaire de fournir l'accommodement. Jusqu'à présent, le discours de la BCE, c'était il faut que les finances publiques soient bien gérées et la rigueur est et on commence à voir effectivement ce changement. Et donc ça, c'est quand même assez, pour nous, c'est un changement assez important parce que sur le niveau des rendements obligataires, ça peut amener justement une remontée progressive des taux d'intérêt. Et donc, voilà, on a un policy mix qui est en train de changer et sans doute, effectivement, ça peut avoir un impact important sur les marchés dans les prochaines années. Et ça veut dire quoi ? Il va y avoir une partie budgétaire plus importante dans le policy mix, même si les conditions d'emprunt des États vont être moins favorables, il y aura un put budgétaire, un put fiscal, à côté d'une banque centrale européenne plus orthodoxe, redevenue plus orthodoxe. Oui, on le voit, on a du mal à sortir du quoi qu'il en coûte. Les États multiplient encore les annonces pour accompagner ce choc. Alors après, on peut discuter, les économistes discutent beaucoup, est-ce qu'il faut caper les prix, est-ce qu'il faut au contraire maintenir les signaux prix voilà, mais ce qui reste, c'est qu'on a plus de 250 milliards d'euros qui sont mis sur la table par les États pour accompagner ce choc énergétique. Et on ne peut pas passer de 250 à rien, à zéro, comme ça, en quelques mois. Non, ça va. Après, ça dépend de la persistance de ce qui se passe sur les prix de l'énergie. Mais, et puis, voilà, on a le choc énergétique, mais on pourrait parler de l'agriculture avec la sécheresse, les problèmes liés à l'énergie d'approvisionnement en engrais. On voit que la liste de problèmes auxquels les gouvernements doivent faire face ne se raccourcit pas. Dans le paysage global, on peut parler peut-être de la Chine. Gilles l'évoquait rapidement, mais quel état des lieux on dresse pour la dynamique chinoise ? On a beaucoup décrit que la Chine était à contre-courant du grand resserrement monétaire des banques centrales du G7. On a face à cela une Chine qui tente de relancer son économie sans aboutir à des résultats totalement enthousiasmants de ce point de vue-là. D'accord avec ça, Raphaël, c'est compliqué pour la Chine. Est-ce qu'en termes d'investissement, ça permet d'être diversifié et d'être un peu en dehors de la tourmente énergétique européenne, de la question monétaire américaine ?
C'est assez compliqué pour la Chine. On a vu des chiffres économiques cet été, en particulier en juillet, qui n'étaient pas très encourageants côté Chine, où clairement on va avoir du mal à atteindre les objectifs de croissance qui étaient fixés à 5,5 sur l'année. On voit un chômage se développer. Je crois que sur les 16-24 ans, on n'est pas loin de 20% de chômage. Donc il y a une dynamique économique qui est difficile. Ce qui est intéressant de constater vis-à-vis de la politique du gouvernement, c'est qu'il y a peut-être un changement de paradigme comparé aux crises économiques, ou en tout cas aux décélérations économiques précédentes. On avait été habitué côté gouvernement à des plans de relance, en particulier budgétaires, assez massifs dans le passé, assez systématiquement. On avait un petit peu le même schéma qui se mettait en place en Chine, avec un gouvernement qui intervenait, financé par de la dette, traditionnellement sur des projets d'infrastructure. Et ça avait été un marqueur assez continu de ces 20 dernières années. Vous prenez 2008, par exemple, la taille en relatif au PIB de l'intervention du gouvernement chinois pour soutenir l'économie était 4 fois supérieure à celle du gouvernement américain, toujours en relatif au pour PIB. Pour cette crise de 2008. Absolument. Donc, on était habitué à des plans massifs. Et là, c'est un petit peu le marqueur manquant de cette crise. On a eu quelques annonces timides ces derniers jours, ces dernières semaines. Les taux baissent timidement. Il y a eu une relance budgétaire qui n'est pas massive, en tout cas qui ne l'est pas encore. Et on sent que le gouvernement hésite. Alors, il hésite pourquoi ? Effectivement, c'est un système qui est très endetté. Donc, ce modèle d'endettement infini touche un peu à sa fin. Il est endetté côté public, il est endetté aussi côté privé. Et le secteur de l'immobilier chinois, on est un signe fort. C'est 20% du PIB chinois, l'immobilier. Et c'est un secteur qui est en train de crouler sous le poids de sa dette. On a une crise immobilière grave en Chine aujourd'hui. Et puis on se rend compte aussi que finalement ces relances à travers l'infrastructure en Chine sont de moins en moins pertinentes. Les infrastructures se sont énormément développées et finalement la valeur ajoutée de remettre $1 de relance dans ce type de projet est peut-être moins évidente qu'il y a 10 ou il y a 20 ans. À un moment, il y a suffisamment d'aéroports et d'autoroutes, quoi. Pour schématiser, exactement. Oui. Donc d'ailleurs, on le voit dans le discours du gouvernement, on change un petit peu de définition de ce que c'est que l'infrastructure. C'est plus englobant, on va en particulier parler de projets énergétiques verts, ou en tout cas plus durables. Donc ça va être un nouvel axe de développement pour la Chine. Mais clairement, c'est une intervention qui est beaucoup plus mesurée que ce dont on avait l'habitude, à tel point que le discours a évolué. Avant, on atteignait les objectifs de croissance, quoi qu'il en coûte, à travers ces plans de relance. Aujourd'hui, le discours, c'est davantage de dire on n'y sera pas, on ne sera pas à nos 5,5% attendus, et de l'assumer. Donc ça a évidemment de l'impact pour l'économie et de l'impact aussi sur les marchés. Et pour l'investisseur global, c'est un peu perturbant. Si ce n'est pas le même schéma que les crises précédentes, est-ce que ça donne quand même envie d'aller investir dans des actifs chinois aujourd'hui ? On a beaucoup parlé de la dette, du crédit, les actions. Les actions chinoises ont été un peu à contre-courant quand même du rallye global qu'on a pu voir cet été. Ouais. Alors, chez Tikehau, on regarde beaucoup. On a des équipes sur place depuis longtemps et c'est un marché qu'on observe. Globalement, on va le dire, sur l'obligataire et sur les actions, le marché n'est pas cher. Il a beaucoup corrigé, en particulier sur l'obligataire, mais pas seulement. Et si on regarde des moyennes historiques, on est très bas. Néanmoins, selon nous, on reste sur des marchés qui sont extrêmement fébriles, qui sont structurellement assez dangereux pour l'investisseur. On sent que les règles du jeu ne sont pas très claires, qu'elles ont tendance à changer du jour au lendemain. On l'a vu à travers les méthodes de transparence financière, en particulier sur l'obligataire. On ne dévoile pas entièrement ce qu'on a sur son bilan. Il y a de la dette cachée. C'est vraiment un des stigmates de l'économie chinoise, cette notion de off-balance sheet, de hors-bilan. Et puis, sur la partie action, lorsque vous investissez en tant qu'investisseur étranger, vous le faites à travers une structure écran qui, traditionnellement, est basée au Caïman. Vous n'avez pas de détention directe de part de la société. Tout ça dans un cadre législatif et administratif un petit peu mouvant, ça inspire la prudence. Donc, globalement, nous, on est sur le reculoir sur l'Asie. On attend de voir que cette bulle de dette puisse vraiment éclater jusqu'au bout. Et d'ailleurs, quand on regarde ces 20 dernières années, ces grands segments de marché trop endettés dont la bulle a explosé,
on constate que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Non, ça prend plus. Parce que ça fait un moment qu'on en parle quand même du dégonflement de la bulle immobilière en C'est Chine. vrai. C'est une histoire qui nous accompagne depuis quelques trimestres maintenant. Absolument. Mais c'est pas fini. C'est peut-être pas fini, probablement. Quand vous regardez la tech dans les années 2000, il a fallu des années avant que le Nasdaq refasse de la perf. Quand vous regardez l'énergie aux États-Unis, qui a été abondamment financée par de la dette, l'essor des énergies fossiles aux États-Unis, ça a été suivi de 10 ans de sous-performance du secteur. Et peut-être qu'aujourd'hui, en Chine, ou en tout cas sur l'immobilier chinois, on est au début de cette grande tendance de dégonflement d'une bulle qui traditionnellement n'est pas très bénéfique pour l'investissement. Sur la Chine, Gilles, si vous voulez continuer, et puis parlons un peu de comment on se positionne aujourd'hui dans une allocation ou un fonds diversifié. Juste sur la Chine, je pense que le modèle est cassé. Ça y est, on a enfin, effectivement, l'immobilier était la secrète sauce du développement chinoise. Ils s'y arriveront plus, et ça y est, ils sont en train. En plus, démographiquement, le nombre de naissances en 2021 est inférieur au plus bas depuis la République de Chine, depuis 1949, y compris pendant la période du grand bond en avant, la période de famine et tout ça. Donc, on a une démographie qui est affreuse. Donc la secrète sauce, et ça a un impact au-delà des marchés, parce qu'il y a des choses à faire, je pense, sur l'Internet chinois, on en a déjà parlé, c'est des choses intéressantes, puisque c'était massacré l'année dernière, et donc cette année, on est légèrement positif, ou ce qui c'est pas si mal. C'est un changement de logiciel pour le monde. C'est-à-dire que la Chine va plus être leader, va plus faire de la relance, va plus sur les matières premières sur un impact, des choses comme ça, parce que oui, leur modèle est cassé, ils savent pas comment s'y prendre. C'est un modèle d'investissement, c'est un modèle et le problème de passer à un modèle de consommation. Ils ont raté ce shift-là en fait. Ils ont raté, c'est un modèle autoritaire. C'est-à-dire que le modèle autoritaire marche mieux sur le modèle d'investissement que sur le modèle de consommation. Je veux dire, comme je disais à des clients, c'est comme difficile de dire il y a 30 boîtes de cornflakes à choisir et vous avez droit à un seul député. Il y a un moment où, quand on augmente le niveau de vie, c'est les $25,000 de PNB par habitant, il y a un moment où il y a aussi une demande de libéralisation politique. Et c'est là où les Chinois ont loupé ce virage. Ce qui n'a pas été le cas en Corée, à Taïwan, alors différentes, bien entendu, mais de démocratisation. Et aujourd'hui, ils sont coincés parce qu'il y a un arbitrage interne. Si on veut soutenir la consommation des ménages, il faut prendre l'argent là où il est. Et aujourd'hui, il est dans les administrations régionales, dans Pékin, et c'est un conflit politique qui n'a pas, à mon avis, de solution. Et donc, le modèle chinois va commencer, un peu comme le modèle japonais en son temps, qui est un peu similaire, mais pas complètement, va commencer à se dégonfler progressivement. Et donc, c'est la fin d'une époque sur la Chine. Ah ouais, j'entends. Et sur le plan politique, ce qui va se passer, à l'occasion du 20e congrès cet automne, ce sera toujours aussi compliqué d'ailleurs de savoir ce qui se passe, j'imagine, dans un moment comme ça, mais on attend un renforcement encore du pouvoir de Xi Jinping, ou est-ce qu'il va y avoir une forme de dilution, de répartition du pouvoir au sein des officiels de haut rang ? Ce qu'on peut lire, et c'est compliqué à savoir, et c'est pas vraiment notre niveau de... Non. L'impression, c'est que Xi Jinping a fini l'année 2021 sur une note en disant le Covid et tout ça. Ah bah bien sûr. Là, on voit le modèle un peu éclaté sous lui, mais bon, l'inertie pour le Congrès est suffisante pour qu'ils s'en sortent. Oui. Mais on sent que ça bouge, il y a des régions qui commencent à s'opposer un peu, voilà. Mais les problèmes commencent. Je fais une note sur le dernier empereur, où les problèmes pour Xi Jinping commencent. Le plus facile, quelque part, ça va être de centraliser le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on sent que les économistes chinois n'ont pas la réponse à la relance de l'économie. Ils sont toujours dans le modèle de relance de la demande, de l'offre. Ils n'arrivent pas à voir comment on fait de la demande, comment on fait de la consommation des ménages. Et surtout, les ménages ont une part historiquement bas du PNB chinois. Et si on l'augmente, il faut que quelqu'un baisse sa part. Et c'est toujours le problème de la répartition de l'effort. Voilà. Et donc, pour ce qu'on fait maintenant, je dirais que notre vision, c'est que pour l'inflation, quelque part, on s'approche des plus hauts, même si ça va être plus lent que... Voilà. Donc, plus haut. Et la question est de savoir, est-ce qu'on réussit un soft landing ou un hard landing ? Si c'est un soft landing, les résultats tiennent, et les actions, en particulier tout ce qui est les actions de croissance, on a les PE qui remontent, parce qu'au fur et à mesure, les taux baissent. Si c'est un hard landing, il faut des taux US, et puis voilà, c'est les obligations. Mais un soft landing, ça implique quand même des banques centrales qui soient un peu moins dures et un peu plus bienveillantes aussi, dans un moment où c'est compliqué pour elles de l'être. Oui, mais ce n'est pas le sens du discours qu'on a eu. Non, mais le soft landing, c'est que l'inflation baisse naturellement, et quelque part,
On voit on a un chiffre, bon, c'est juste un chiffre, ça, mais on sent qu'elle commence à piquer, en tout cas aux États-Unis. C'est pas le cas en Europe. Ah ben en séquentiel, on voit des prix négatifs, bien Voilà. sûr. Oui. Donc on sent que quelque part aux États-Unis, on n'est vraiment pas loin. Alors, ça ne veut pas dire que ça va redescendre aussi vite que c'est monté, mais voilà, on est sur quelque chose. Donc là, maintenant, on a 9 mois encore, 9 à 10 mois, et après, on va commencer à voir le bout, entre guillemets. Le problème, c'est de savoir, à mon sens, est-ce que ce bout, ça va être avec une économie qui tient et des résultats qui tiennent? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les PE qui ont corrigé. Les earnings sont tenus. Et si les earnings tiennent, le marché va rebondir à un moment et repartir sur autre chose. S'il y a une récession, les earnings ne vont pas tenir. Et là, il y a la deuxième partie qui va arriver avec un pivot de la Fed, mais qui sera trop tard par rapport à, par rapport à l'économie. Donc, c'est l'enjeu des 6 mois prochains aux États-Unis de savoir est-ce que la Fed, pour la première fois depuis 1990, va réussir un soft landing ou elle va faire comme d'habitude, envoyer l'économie dans... C'est rare, mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Voilà, c'est ça. Mais sachant qu'en 90, il y avait la fin de la guerre froide, il y avait l'inversion de l'Internet, et il y a eu un crash obligatoire, et la crise des Asiatiques derrière. Donc la Fed ne finit jamais, ça finit jamais pour quelqu'un. Il y a toujours des dégâts quelque part. Il y a toujours des dégâts quelque part. Mais c'était pas les actions, pour une fois, à l'époque, c'était pas les actions. Bon, comment on se positionne dans une stratégie diversifiée là, chez Lazard Frères Gestion face à toutes ces incertitudes? J'ajouterais la différence avec le milieu des années 90, c'est qu'à l'époque, l'inflation, on la craignait, et ce qui avait amené effectivement l'action de la Fed et le crash obligataire, mais elle ne s'était pas manifestée. Donc aujourd'hui, effectivement, on a quand même ces chiffres qui sont très forts. Nous aussi, on conserve une approche quand même qui est plutôt prudente. On le voit, beaucoup de questions qui doivent trouver des réponses, potentiellement des scénarios assez négatifs pour les actifs risqués. C'est vrai que... en Europe, les multiples sont autour de 11, donc quand même raisonnable. Aux États-Unis, on est encore sur un PE de 17. Mais c'est ça, le marché s'est renchéri cet été. Le marché s'est renchéri cet été. Donc on peut avoir, dans un scénario négatif, de la contraction et des résultats et des multiples sur le marché américain. Donc... on pense qu'on est encore dans une période où une certaine prudence dans la gestion des portefeuilles s'impose. Ouais. Bon, stratégie, ligne directrice là sur les marchés de capitaux chez Tikehau, Raphaël? Très prudent, toujours. Je dis tout le temps la même chose, je m'en excuse, mais c'est vrai qu'on ne justifierait pas aujourd'hui de redéployer agressivement. Il y a toujours effectivement ce scénario rose que les marchés espèrent, de voir cet atterrissage en douceur, des baisses de taux rapides dès 2023, parce que l'inflation reviendrait vite. On est très sceptique sur ce scénario. L'inflation, elle a l'air d'être très structurelle. Elle risque de persister sur la durée. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les lectures d'inflation des banques régionales, de certaines banques régionales aux États-Unis, regardent un petit peu l'inflation dans sa composition, je pense à Cleveland, à Atlanta, on regarde par exemple l'inflation en prix médian, ou on regarde ces prix qui sont des prix gluants, les prix sticky qui ont du mal à s'ajuster à la hausse ou à la baisse. Globalement, tous les signaux montrent que l'inflation elle est structurelle et qu'elle risque de perdurer. Donc, probablement que les banquiers centraux n'auront pas le loisir de décélérer, n'auront pas le loisir de rebaisser les taux. Et il va y avoir de la casse économique. On la voit poindre son nez en Europe. Aux États-Unis, elle est probable aussi. Les banquiers centraux doivent voir l'inflation baisser durablement. Ce n'est pas le cas. Le marché de l'emploi se rafraîchir un petit peu les esprits, ce qui n'est pas le cas du tout, vous en avez parlé. Et globalement, on doit avoir de la destruction de demande, des earnings, des attentes de résultats d'entreprise baisser. Et c'est un petit peu un marqueur intéressant de ce marché. Les multiples ont un peu baissé, alors beaucoup en Europe, un petit peu aux États-Unis, mais les attentes de résultats ne baissent pas. Non. Et aujourd'hui, on est toujours dans un marché qui considère que, encore une fois, sans récession, inutile de réviser trop ses attentes de résultats. Donc le marché reste assez cher aujourd'hui et peut-être qu'on est dans un scénario à la 2000 où on a eu une première baisse de marché à la suite des révisions de multiples et il a fallu qu'une récession frappe pour que les attentes de résultats baissent à nouveau et enclenchent une seconde jambe de baisse. En tout cas, c'est un scénario à prendre en compte et ça justifie d'être très prudemment positionné selon nous. Bon, je pense que juste l'inconnu, c'est pour les politiques monétaires aujourd'hui, c'est en tout cas aux États-Unis, la relation entre les prix des actifs et la consommation. Mais c'est ça, l'élasticité. Voilà, parce qu'en 70, quand ils étaient une Burns et Volcker, la consommation n'était pas aussi liée au prix des actifs. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'inconnu dans laquelle se débat la Fed, c'est savoir si je fracasse le marché de 15-20%, est-ce que ma consommation, mon chômage ne va pas exploser aussitôt. C'est cette relation entre prix des actifs
et la consommation qui est vraiment l'inconnu de la politique monétaire et des impacts de la politique monétaire. Bon, on suivra ça, les prochains rendez-vous en matière de politique monétaire, la semaine prochaine pour la BCE et 20 et 21 septembre pour la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à ce décryptage de la planète marché aujourd'hui. On a terminé sur une note légèrement négative à Paris ce soir avec un CAC 40 juste au-delà des 6200 points. Raphaël Thuin, Tikehau Capital était avec nous, Gilles Etcheberry-Garay chez Amplégest et Julien Pierre-Nouan pour Lazare Frères Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le secteur énergétique en bourse. Mais avant d'en venir à la problématique d'investissement, je voulais qu'on parle du fonctionnement ou du dysfonctionnement du marché européen de l'énergie avec Xavier Rognard, qui est à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure, analyste chez Bryan Garnier. Bonsoir et bienvenue Xavier. Bonsoir. Effectivement, alors vous êtes un analyste boursier, donc vous regardez les entreprises une par une dans ce secteur de l'énergie, mais je voulais qu'on monte un cran au-dessus pour quand même comprendre ce qui se passe sur ce marché européen de l'énergie qui semble aujourd'hui totalement dysfonctionnel. Est-ce qu'on peut le dire, Xavier ? Oui, on peut dire effectivement qu'il est dysfonctionnel aujourd'hui, ce marché de l'électricité, pour une raison qui tient en fait à son fonctionnement fondamental, à la manière dont les prix en fait se forment sur le marché de l'électricité notamment. Ouais. En fait, pour comprendre un petit peu la manière dont ça va, aujourd'hui, en fait, les prix de l'électricité sont formés par ce qu'on appelle le principe du merit order. Donc, c'est-à-dire que on va appeler à contribuer au réseau les unités qui, en premier, ont le coût marginal de production le plus faible. Ce sont les premières à injecter dans le réseau. Et puis, on va aller comme ça par ordre croissant. Donc, en fait, les premières unités, celles qui ont le coût marginal de production le plus faible, ce sont le photovoltaïque et l'éolien, puisqu'on n'a pas de combustible, le vent et le soleil sont gratuits. Donc, le coût pour produire une unité, 1 kWh supplémentaire, c'est nul. Donc on appelle en priorité le renouvelable à continuer au réseau. Ensuite, vous avez les barrages, là aussi le coût marginal de production est très faible. Ensuite, vous avez les centrales nucléaires, où là on a un petit peu de combustible, mais c'est relativement abordable. Et puis ensuite, vous avez les centrales à gaz, où là vous avez un combustible qui est de plus en plus cher. Et ce sont donc ces centrales à gaz qui sont appelées en dernier, et ce sont elles qui fixent le prix pour tout le marché. Et donc quand vous avez des prix du gaz qui s'envolent, eh bien mécaniquement, les prix sur le marché de l'électricité s'envolent également, ils suivent. Et là où c'est dysfonctionnel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un prix de marché qui est complètement déconnecté du prix de production. Pour prendre un exemple très simple, si aujourd'hui, dans le mix énergétique, vous avez, disons, 99% de renouvelables et seulement 1% de centrales à gaz, en fait, c'est ce 1% du prix du gaz qui va fixer le prix pour absolument tout le marché. Donc vous ne reflétez pas le prix des 99% en fait, de renouvelables. Et donc le consommateur, finalement, ne bénéficie pas de tout ce renouvelable et ne fait que payer finalement le prix de ce 1% des prix du gaz. Donc on voit bien qu'il y a une vraie décorrélation aujourd'hui entre le coût de production et le coût pour le consommateur. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'effectivement le marché est dysfonctionnel et qu'il faut le réformer, à la fois à court terme avec des mesures d'urgence et puis à plus long terme avec des réformes plus structurelles, plus fondamentales, changer la manière dont on fixe aujourd'hui le prix de l'électricité. Oui, c'est ça. Quand on réfléchit à la réforme structurelle, qui est alors pas détaillée parce qu'on n'a pas de détails, mais qui est affichée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, il y a l'idée qu'il faut casser cette relation entre l'appel à la dernière centrale, au dernier producteur disponible, le gaz en l'occurrence dans l'échelle que vous avez décrite, avec le prix de l'électricité. Il va falloir casser cette relation. C'est cet objectif-là, cette intention aujourd'hui qu'il faut comprendre. Oui, effectivement. L'intention aujourd'hui, c'est vraiment de décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. D'accord. Alors, on ne va pas changer dans un premier temps ce système de merit order, mais ce qu'on peut faire, c'est mettre un cap sur le prix du gaz. Ouais. Quand on met un cap sur le prix du gaz, mécaniquement, on vient décorréler et mettre un cap également sur le prix de l'électricité. Mais ça n'est
qu'une mesure un petit peu temporaire. Disons, voilà, temporaire d'urgence. Donc, ensuite, il y a d'autres. Alors, on verra, ce sera détaillé probablement dans les semaines ou les jours à venir, ces pistes de réforme du marché. Mais on peut déjà en avoir deux un petit peu comme ça. Une première, ce serait de peut-être découper un petit peu plus le marché de l'électricité. Aujourd'hui, vous avez évidemment des prix en France qui sont homogènes. Vous avez des prix en Allemagne, prix au UK, qui sont un petit peu différents, mais qui sont relativement proches, mais différents malgré tout, parce que vous avez des contraintes au niveau des interconnexions entre les différents réseaux électriques. Si vous découpez géographiquement votre marché de manière un petit peu plus fine, vous pouvez aussi mieux refléter le coût de production local et en faire bénéficier le consommateur. Par exemple, vous avez des régions qui fonctionnent, imaginons, principalement avec du renouvelable ou uniquement avec du renouvelable. Eh bien, ces régions pourraient bénéficier de prix qui soient plus attractifs, qui reflètent mieux effectivement le coût de production local. Donc ça, c'est une première piste. Une autre piste, et qui est celle que je privilégierais personnellement, c'est d'aller vers plus de régulation du marché. Au cours des 20 dernières années, on a beaucoup dérégulé en fait, le marché de l'énergie. Et là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une re-régulation du marché, aller vers un modèle plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui pour l'infrastructure de transport et de distribution du gaz et de l'électricité, qui sont des modèles beaucoup plus régulés que celui de la production de l'électricité. Aujourd'hui, RTE, Enedis et autres, le prix qu'on leur accorde, quelque part, leur permet de couvrir leurs frais de fonctionnement, les investissements, etc., plus une petite marge. Et donc, on pourrait potentiellement dupliquer ce modèle qui est infra-régulé vers les producteurs. Ça, c'est une piste qui permettrait de mieux réguler les prix, in fine. Bon, on verra sur quoi débouchent ces intentions qui sont aujourd'hui affichées par la Commission européenne. On imagine que c'est quand même un gros travail à fournir et que c'est pas en 3 mois qu'on va réformer structurellement ce marché de l'énergie en Europe. En attendant, on a tous, alors sous les yeux, tous les jours, les prix du gaz, les prix par conséquence du mégawattheure qui s'envolent quasiment jour après jour avec des tendances et des patterns exponentiels. C'est des prix futurs qui nous annoncent un prix qu'on paiera demain dans le futur, ou est-ce que même ces prix, est-ce qu'il y a une réalité même derrière ces prix aujourd'hui, Xavier ? Alors effectivement, quand on regarde les futurs aujourd'hui sur le prix de l'électricité, le prix du gaz, on peut avoir des chiffres effectivement qui ont tapé les 1000 euros le mégawattheure. Donc souvent quand on parle de futurs, c'est des futurs échéance 1 an. Ouais, donc c'est les prix qu'on anticipe. Que le marché anticipe. Que le marché anticipe pour dans 1 an. Mais c'est pas nécessairement le prix qui sera réalisé dans 1 an. Fonction du développement des événements en Ukraine, sur le marché de l'énergie en général, les prix réalisés dans 1 an ne seront pas forcément les prix qui sont pricés par le marché aujourd'hui. Donc ça, mais effectivement, aujourd'hui, le marché price en tout cas pas d'amélioration de la situation. Ouais. Quand on en vient à la partie investissement, et je le disais, alors la chaîne de l'énergie est quand même très très large, entre alors j'allais dire la partie fossile, ceux qui produisent et distribuent majoritairement de l'énergie fossile, dont on a encore besoin, le gaz notamment, ceux qui sont déjà des pure players de l'énergie renouvelable, ou en tout cas décarbonée, ceux qui distribuent beaucoup mais qui produisent peu. Enfin voilà, il y a à chaque fois des modèles et des équilibres très différents dans cette chaîne de l'énergie. À quel type d'acteurs il faut faire attention aujourd'hui ? Je rappelle qu'on est encore à rajouter peut-être 4 milliards pour le sauvetage d'Uniper en Allemagne. On a Wien Energy en Autriche, pareil, qui est au bord de la faillite avec des appels de marge qui sont intenables aujourd'hui pour ces entreprises. Nous, on a renationalisé EDF. Donc on sent qu'on est au début quand même d'une restructuration lourde pour certains acteurs de l'énergie, auxquels il faut faire attention. Lesquels est-ce qu'on peut privilégier quand on est investisseur boursier aujourd'hui ? Je pense que les acteurs à privilégier aujourd'hui, compte tenu de ce système en place du merit order, ce sont les acteurs qui ont un coût de production fixe et bas. Et donc ces acteurs, en fait, ce sont ceux du renouvelable. Avec un petit bémol, c'est que ces acteurs du renouvelable vendent une grande majorité de leur production via des PPA, donc des contrats sur 20 ans, et ont une exposition au prix de marché
qui est relativement faible. Donc à court terme, ils ne bénéficient pas forcément de cette envolée des prix. Ils vendent beaucoup plus bas. En revanche, pour les nouveaux contrats, ces nouveaux PPA qui sont signés, alors ils ne vont pas être signés sur des prix de 700 € le mégawattheure, mais ils seront signés à des prix plus intéressants que ceux des PPA qui courent actuellement. Donc les acteurs du renouvelable devraient bénéficier un petit peu quand même de ce contexte de hausse des prix, tout en conservant un profil qui est très défensif, puisqu'on vend avec des PPA. Donc on a une vraie visibilité sur les cash flows à venir. Donc plutôt c'est privilégier ces acteurs qui en plus bénéficient de la tendance de fond de déploiement du renouvelable. Donc, et dans ces acteurs à privilégier, je sais pas, il y a quelques noms symboliques au moins là qui sont alors on peut aller sur des acteurs. Alors, historiquement, dans le renouvelable, c'était plutôt des utilities du sud de l'Europe, notamment des EDPR par exemple, des Enel, des Iberdrola, tous ces acteurs sont à privilégier. Quand vous regardez alors Uniper, Vinenergie, il y a un risque. À un moment, je me souviens de cette phrase du ministre allemand de l'économie. Il y a le risque d'un moment Lehman dans cette chaîne de l'énergie et ces acteurs de l'énergie. Est-ce que oui, c'est un risque à prendre en considération, ou est-ce qu'à partir du moment où il a identifié cette situation, le moment Lehman est irréaliste? Alors, un moment Lehman, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une situation critique. Quand vous voyez un Uniper qui brûle pas loin de 100 millions par jour, c'est ça. On est quelque part dans une situation Lehman, mais en même temps, on ne peut pas laisser Uniper non, contrairement à Lehman, on ne laissera pas tomber Uniper. On ne laissera pas tomber Uniper parce que sinon, demain, la lumière s'éteint. Mais la situation est au moins aussi critique, effectivement. Bon. On va suivre les développements sur le marché de l'énergie, évidemment. Ça fait partie là sur le tableau de bord des investisseurs. Ça tient une bonne place aujourd'hui. Et puis les réformes et les intentions de la Commission européenne qui seront sans doute précisées. Je rappelle que la prochaine étape, pas à pas, c'est une réunion de crise des ministres de l'énergie appelée par la présidence tchèque de l'Union européenne aujourd'hui, qui se tiendra le 9 septembre. C'est dans quelques jours encore. Et puis ensuite, on verra sans doute au niveau des chefs d'État et de gouvernement. C'est un sujet qui sera évidemment sur le dessus de la pile pour les prochaines rencontres européennes. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous en plateau. Xavier Rognard, analyste chez Bryan Garnier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.